Bien, nous allons entendre maintenant Jean-Claude Janz, inspiration chinoise de la pensée de Maldini. Alors, vous êtes familier de la pensée chinoise. Un normopathe parmi d'autres. Voilà, c'est ça. Alors, Le micro. merci. Je sais pas. Oui, peut-être c'est un peu loin. Alors, je commence par une bébé frustration, mais c'est pas grave. Comme il va être question de quelques peintures chinoises, je trouvais dommage de même pas pouvoir les voir et de présupposer que tout le monde les connaissait ou avait à l'esprit ces peintures. Mais bon, apparemment, c'était compliqué ici. Donc, il y a juste un ersatz de visibilité. L'ersatz, c'est 2 tirages papier couleur que je vais faire circuler et tourner. Donc, vous les ferez passer. Et quand il en sera question, vous aurez peut-être le souvenir de ce que vous avez vu sur un papier quelques secondes. Donc voilà. Vous pouvez regarder les titres parce que avec les titres, quand j'en parlerai, vous ferez le lien avec ce que vous avez vu. Donc, je rappellerai peut-être la couleur. Il y en a une qui est plutôt dans les marrons et l'autre plutôt dans les beiges avec beaucoup de blanc. Donc voilà, je regarde 3 petits quarts d'heure. Oui. Alors, bon, merci pour l'invitation parce que c'est une opportunité non seulement de me retrouver parmi vous, donc c'est déjà très bien, et puis une opportunité de retrouver quelques-unes des fulgurances, des méditations de Maldini, ce qui est toujours assez stimulant. Alors, pourquoi passer par la Chine? La plupart d'entre vous, je pense, vous êtes des connaisseurs de Maldini, vous savez très bien qu'il se réfère lui-même à la Chine, mais qu'est-ce qui distingue cette référence par rapport à d'autres contemporains du XXe siècle, puisque cette référence à la Chine, elle est majeure, par exemple, chez Karl Jaspers, qui va jusqu'à dire à un moment donné, parce qu'il y a le contexte qui explique ça, c'est la Seconde Guerre mondiale, que la Chine en est venue jusqu'à être sa seconde patrie. Je ne pense pas que Maldini aurait été jusque-là. Mais Heidegger aussi, c'était important. Il y a eu un passage important, en tout cas. Enfin, un passage, peut-être plus qu'un passage. Ou encore même Simone Weil aussi, qui était très, très... qui, si je me souviens bien, elle a même commencé à étudier un peu le sanskrit. Enfin, donc c'était l'Inde et la Chine. Et puis même Merleau-Ponty qui suggérait que ce qu'il appelait joliment, je trouve, la littérature pensante de l'Orient, ce qui est une façon de zapper le problème, est-ce que c'est de la philosophie, pas de la philosophie, c'est pas très passionnant parce que ça, c'est se focaliser sur un mot. Donc la littérature pensante de l'Orient méritait de figurer dans les histoires de la philosophie tout de même. Donc qu'est-ce qui fait la singularité de Maldini de ce point de vue-là? Alors ce qui, à mon sens, est premier, ce dont il faut se souvenir, évidemment, c'est qu'il ne s'agit pas de se référer à des auteurs ou à des traditions. Ce qui est premier, ce sont des expériences, c'est-à-dire ce que Etretan appelle des expériences originelles. Et ce que, à mon sens, Maldini a pu chercher, ce qu'il a pu trouver, c'est des mots pour dire un type d'expérience qui n'était pas évident, des mots qui n'étaient pas évidents de trouver tellement facilement du côté de la tradition philosophique occidentale. Quand je repense en particulier au premier mot dans Ouvrir le rien, au premier mot du moment intitulé Vide, quand il dit « Le cerveau ne s'offre pas à nous comme une beauté de nature, je coupe, nous endurons l'extase de son apparaître ». Fin de citation. Et c'est en particulier du côté de la tradition picturale et pas tant du côté de la tradition, je dirais, lettrée à proprement parler, qu'il s'est tourné, dans la mesure où, à mon sens, c'est du côté de l'art qu'il est plus facile de donner une expression au senti, au sentir, au ressenti, et moins du côté du concept, ne serait-ce que parce que peut-être le concept a tendance à se protéger du senti en construisant des systèmes, en produisant des concepts, ce qui n'est pas le cas de l'art. Alors, je ne vais pas rappeler tous les passages, peut-être il y a de nombreux passages, plus que des passages, des moments dans Art et Existence, dans Nourrir le rien, où les intitulés mêmes de ces moments nous renvoient prioritairement à la notion de vide. Je vais en prendre 2-3 exemples brièvement. Par exemple, dans Art et Existence, le sens du vide et du rien dans la peinture chinoise, ou l'espace du paysage dans la peinture chinoise,
Donc, je ne dirai rien d'un autre texte, évidemment, qui est tout à fait intéressant, c'est les Kaki de Mouchi, puisque Joël Bouliardic lui a consacré toute une étude, donc je ne parlerai pas du tout de cette peinture-là, très précise et très particulière, de ce peintre. Alors, je commencerai par m'arrêter à la singularité de la relation de Maldiné à la culture chinoise, pour revenir ensuite au sens et au caractère fondamental de la notion de vide dans sa pensée, notion de vide qui, à mon sens, est plurivoque. Donc, la notion, on ne peut pas dire le vide au singulier. Et ça mériterait, je pense, d'être analysé plus avant. Mais vous verrez que, du moins, ce que j'essaierai de faire, c'est de revenir par ce biais-là à la notion de l'exister et à ce qu'on pourrait peut-être poser comme question tout de même à Maldiné. Si je repense aux entretiens, ce qui est étonnant, c'est qu'en y regardant de près, les références à la Chine ne sont pas du tout inexistantes, mais elles se bousculent à la fin essentiellement. Les 15 dernières pages, il y a 5 ou 6 références à la Chine qui se bousculent vraiment. On se dit, ce qui est intéressant uniquement pour une raison, il me semble, c'est que cette référence à la Chine n'appartient pas au passé, à un moment dépassé de la pensée de Maldiné, c'est-à-dire qu'elle est toujours présente, même si elle n'a pas besoin d'être toujours explicite. Mais elle est toujours à l'arrière-plan, elle continue de nourrir sa pensée. Donc, pour commencer par un premier point, quelle est la singularité de la relation de Maldiné à la culture chinoise? Je dis culture parce que ce n'est pas évidemment une relation uniquement à l'art, puisque la relation à l'art passe aussi par la lecture de textes, et en particulier peut-être les textes les plus importants, ou le texte le plus important, c'est la pensée chinoise de Marcel Granet. Donc, il ne s'est pas contenté de regarder des tableaux, ou de discuter de la peinture, ou de regarder des ouvrages relatifs à la peinture. Il est allé voir aussi un texte très théorique, mais lui-même, s'il n'a pas écrit de livre là-dessus, lui-même a écrit des textes qui portent sur la peinture, mais pas sur la pensée. Il cite de temps en temps, évidemment, Marcel Granet, mais ce n'est pas la pensée, encore une fois, qui l'intéresse. Alors, la notion de vide ou de rien, et il le dit lui-même à un moment donné, est manifestement une notion dont la consonance est assez chinoise, très, très rapidement. Il le dit de façon tout à fait, je trouve, juste et ironique, dans le début de ce texte qui s'intitule « Le vide dans la peinture occidentale ». Les premiers mots, c'est, je cite, « La pensée occidentale a horreur du vide ». Et ce qui consonne avec le vieil adage médiéval aristotélicien, la nature a horreur du vide. Donc, si quelque chose comme le vide avait du sens pour Maldiné, ce n'est pas du côté de l'Occident avant tout, ou prioritairement, qu'il pouvait espérer trouver de quoi nommer ce qu'il entend par là. Alors, pour dire 2 mots de ce qu'on peut trouver dans l'Occident, néanmoins, je dirais par avance que les philosophies occidentales sont plutôt des philosophies du plein. Alors, on pourrait essayer de trouver, de négocier, de parlementer. Alors, dans l'atomisme antique, il y a bien une notion de vide dans la physique, mais ce n'est qu'une notion physique et qui ne renvoie à rien de notre existence, rien dont on puisse faire l'expérience. Et ce vide n'est l'origine de rien, il n'est pas quelque chose d'où quelque chose va être engendré. Donc c'est simplement ce qui permet aux atomes de circuler. Donc c'est un vide qui est, si j'ose dire, très pauvre, il est sans efficience. Et moi j'étais à un moment donné intéressé par un ouvrage très contemporain, qui date d'il y a quelques années, un ouvrage qui s'appelle « La force du vide » de Frédéric Neff. Mais personnellement, mais c'est très personnel, j'ai été un peu déçu parce que c'est une approche qui a toute sa valeur, bien entendu, mais c'était pas celle qui m'intéressait, c'est pour ça que j'étais déçu. C'est une approche qui est très logicienne, qui ne renvoie donc pas non plus, alors elle n'est pas tellement à la physique, c'est très logicien, qui ne renvoie pas non plus à quelque chose de l'ordre de ce dont on va faire une expérience. Et pour finir, vous connaissez, je suppose, vous vous souviendrez de critiques très célèbres qui conduisent à évacuer, je dirais, une réflexivité quelconque sur la notion de vide. C'est la critique que Descartes fait du vide. Le vide, il n'y a pas de vide. C'est une notion qui est pratique. La cale du navire est vide, mais ça veut dire que dans le navire, il y a du vide.
Et Bergson, c'est un peu pareil, mais Bergson, on pourrait peut-être... c'est pas tout à fait la même notion qu'il critique. Donc je laisse de côté ce parcours extrêmement rapide qui revient à dire qu'en Occident, on a des philosophies du plein et pas du vide, pour peut-être nuancer par avance ce qui va suivre. Parce que si je reviens à Maldiné, en réalité, ce qu'il va chercher à dire quand il fait usage de la notion de vide ou de rien, c'est quelque chose qu'il va énoncer en réalité, pas simplement à partir de la Chine, mais à la confluence, si je puis dire, de ce qu'il va trouver certes en Chine, mais aussi chez Heidegger, mais aussi chez Malevich. Donc il cite vraiment très 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 souvent le mot qui dit « la forme intuitive doit sortir du rien ». Tout ça pour nuancer et relativiser ce qui va suivre, parce que je vais me concentrer sur la Chine, ça ne veut pas dire que ça s'arrête à la Chine. C'est plus complexe, c'est plus large que ça. Pour anticiper sur quelque chose qui suivra, ce qui est frappant aussi, c'est que, alors là aussi, je parle des expériences et de l'ambiguïté de la notion de vide. Ce qui est frappant, c'est que cette notion va apparaître aussi dans un passage, je trouve, tout à fait remarquable de Penser l'homme et la folie, où il est question du cas Georges, dont il dit le rien jusqu'où perce le délire de Georges est le vide originaire, à partir d'où seulement il peut s'advenir sans préalable. Fin de citation. Alors, c'est une phrase qui n'est pas encore complètement claire, peut-être que vous m'éclairerez par la suite, mais ce qui est frappant, c'est que quand il renvoie à ce vide originaire, c'est tout de suite après en renvoyant au vase de Lao Tzu. Ce que dit Lao Tzu du vide qui fait qu'un vase est un vase, c'est-à-dire qui fait qu'on peut mettre quelque chose dans un vase, ou qui fait qu'on peut mettre du thé dans une tasse. Donc, ce qui fait l'efficience, l'effectivité de la tasse, c'est pas du tout la matière dont elle est faite, mais c'est le vide dont elle est faite, si je puis dire. Donc, alors, un mot peut-être puisque je disais la relation de Maldiné à la Chine. Maldiné, à ma connaissance, n'avait rien d'un sinologue. Et c'est donc par l'intermédiaire surtout de Marcel Granet, mais aussi de l'historien de l'art. Et là, ce qui m'a frappé, c'est qu'à l'époque, c'est pas évident. Il se réfère en particulier pas seulement, mais à un ouvrage qui est paru en 1966 d'un historien tchèque de l'art. Et c'est un ouvrage où pratiquement toutes les reproductions sont en noir et blanc. On se dit, bon, j'ai pu vérifier tout à l'heure en me demandant, et j'ai eu la confirmation à Christian Chaput, donc il est allé souvent au musée Guimet, par exemple. Hein. Donc c'est une source plus concrète, et plus lumineuse, plus colorée quand même de la connaissance qu'il a pu avoir de ses œuvres, et qui contraste avec certains ouvrages qui existaient en noir et blanc. Alors, quelqu'un dont je ne dirai rien, qui a joué, à mon sens, un rôle important, c'est aussi la relation avec François Cheng. J'en dirai d'autant plus rien qu'il y a un texte, un article qui a été consacré à leur relation par Jing Chen et Dominique Ducard. Donc, je vous y renvoie par avance. Ce que je dirais simplement, c'est que si Maldiné se réfère souvent à François Cheng, l'inverse est tout aussi vrai dans le cadre d'une relation qui a manifestement été aussi amicale, c'est-à-dire que Cheng renvoie très expressément et souvent à Maldiné, et 2 fois de façon remarquable, en le qualifiant de « mon maître »,« notre maître ». Donc là, je pense que c'est aussi un foyer très très concret de la connaissance que Maldiné a pu avoir de la culture, plus largement de la culture chinoise. Cela est. Alors, François Cheng a écrit aussi un très joli poème en l'honneur de Maldiné, mais pour ne pas mordre sur mon temps de parole, je passe. Et si vous en avez un désir irrépressible, je vous lirai le poème après. Voilà. Donc, j'en viens au deuxième temps. Donc sur le caractère essentiel, fondamental de la notion de vide chez Maldiné. Alors, ce qui est frappant, c'est que, ça dépend d'où on vient évidemment, mais ce qui est frappant, c'est que je repense à une perspective assez différente qu'on trouve chez Heidegger. Chez Maldiné, ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas de différence du tout
entre le vide et le rien. Et il dit lui-même, et on peut le comprendre de ce point de vue-là, ça peut se justifier, que les Chinois ne font pas nécessairement non plus la différence, que les deux notions chinoises sont plus ou moins utilisées l'une pour l'autre, alors que chez Heidegger, il est très frappant de voir que, c'est clair en allemand, que dans les années où il pose la question qu'est-ce que la métaphysique, etc., il est bien question de ce qu'on peut traduire par rien ou néant, certes, mais rien à voir avec le vide, alors que dans les années plus tardives, par exemple dans l'art et l'espace, il n'y a plus du tout question du rien ni du néant, c'est le vide, qui est la notion fondamentale qui se substitue carrément. Donc on n'a rien de ce genre chez Maldinet, où les termes sont à peu près équivalents et se substituent facilement de l'un à l'autre. Alors, ce que, si je comprends bien, ce que Maldinet a cherché à dire, et donc à montrer suggérer à travers ses écrits, c'est que rien n'émerge essentiellement, donc il n'y a pas d'événement essentiel, si ce n'est à partir du vide. Alors, si on n'est pas immédiatement convaincu, cette affirmation peut sembler très étrange, parce que, spécialement dans la tradition occidentale, comment comprendre que quelque chose puisse être produit, comme on dit, théologiquement, à partir de rien? Et c'est la raison pour laquelle, dans les religions abrahamiques, eh bien, la création va être, dans le christianisme en particulier, la création va être pensée en termes de mystère. C'est comme la Trinité, c'est comme l'incarnation. Et donc, beaucoup de lecteurs qui débarqueraient pourraient se dire, mais où est-ce qu'on est? Quel est le mystère de l'émergence de ce qui est, de la parution de ce qui paraît à partir du vide, à partir de rien, si ce n'est que, et ça on en trouve aussi mention chez Maldinet, c'est assez bref, mais on en trouve mention, et ça permet de nuancer un peu ce que je disais tout au début en parlant de la philosophie occidentale comme étant une philosophie du plein, si ce n'est que certains courants théologiques de ces religions abrahamiques invitent à penser que ce n'est pas en termes de fabrication, de faire ou d'activité qu'il faut penser la création, mais pour le dire en chinois, en termes de non-agir. C'est-à-dire, c'est parce que précisément Dieu s'est retiré en lui-même pour laisser être quelque chose d'autre que lui, que quelque chose d'autre est né. Donc c'est, alors, dans le vocabulaire dans la tradition juive, c'est le fameux Tzimtzum, mais dans le vocabulaire de Simone Weil, c'est encore plus intéressant, puisqu'elle va le dire expressément en termes de évidement. Dieu s'est évidé de lui-même, il s'est vidé de lui-même en quelque façon, en suggérant que, évidemment, le bon chrétien n'a plus qu'à procéder en imitant Dieu. Et c'est ça. Et c'est ce que théologiquement on va appeler la kénose. Alors, Maldinet en fait mention quand même. Donc, il y a des points possibles de rencontre. On trouve la même idée, par exemple, chez quelqu'un d'autre que vous pouvez connaître, qui est Hans Jonas, dans le concept de Dieu après Auschwitz, qui invite à repenser Dieu comme étant celui qui précisément assiste, curieux et inquiet à l'aventure de la création, à l'aventure parce que rien n'est déjà dit, et on ne peut absolument pas savoir quel tour les choses vont prendre. Alors, là où la pensée chinoise permet d'affiner la considération de l'émergence de ce qui émerge, l'apparition de ce qui paraît, c'est lorsqu'elle distingue déjà deux modalités de vide. Alors, conceptuellement, c'est un début de quelque chose qui peut satisfaire l'esprit, puisqu'elle va distinguer le vide médian et le vide originel, au sens où le premier, le vide médian, se pense par rapport au plein, et dans le cas d'une alternance du vide au plein, alors que le second est antérieur à la différence entre le vide et le plein, le second, le vide originel, et ce seulement à partir de quoi quelque chose peut surgir. Là, on pourrait penser qu'on a affaire ici à des énoncés de type métaphysique, abstrait. Ce genre d'énoncé prend en revanche une signification, je reviendrai vers la fin, une signification extrêmement concrète en Chine, mais pas nécessairement seulement, mais en Chine c'est explicite, lorsque une certaine tradition chinoise suggère que ce vers quoi nous devrions chercher à aller, c'est à opérer un vide mental, le vide de l'esprit, de façon à découvrir et découvrir autre chose que
le cinéma mental dans lequel nous sommes généralement pris. Alors il y a une exception, je dirais, extrêmement pratique, pas du tout théologique, pas du tout métaphysique, pas du tout théorique. Alors, donc ces deux significations peuvent être le début d'une interrogation plus concrète, plus précise, et on trouve cette dimension plus concrète, plus intéressante chez Maldiné par rapport à la notion théologique. Parce que quand Maldiné affirme que, je cite, « l'événement et le vide s'exigent l'un l'autre », évidemment, l'événement n'est pas à prendre au sens de la création du monde, mais l'événement est quelque chose qui est quand même si c'est rare, l'événement est quand même beaucoup plus fréquent. L'événement est quelque chose dont on peut faire l'expérience. Et donc le vide est aussi, en quelque manière, ce dont nous pouvons faire l'expérience, ce qui n'est pas le cas du concept théologique, ce qui n'est pas le cas de la kénose, à proprement parler, sauf alors exception, enfin je sais pas, c'est plus compliqué. Alors à partir de là, pour autant que l'art est le lieu où le senti est le plus susceptible d'être dit, exprimé, Maldiné va entrer dans une distinction que je ne vais pas résumer, mais qui se trouve dans les lignes que je cite maintenant. C'est donc dans Art et Existence. Il va proposer ce qu'il appelle une ligne de partage entre deux sortes d'œuvres. Donc je lis « La ligne de partage entre deux sortes d'œuvres dont les unes excluent et les autres impliquent le vide et l'événement, est celle-là même, cette ligne de partage, qui sépare l'ensemble de la peinture occidentale depuis le Trecento et l'ensemble de la peinture chinoise depuis le 8e siècle. » Et Maldiné va à partir de là essayer de montrer que cette présence du vide, l'implication de ce vide, se retrouve tout autant dans la calligraphie et même dans l'écriture chinoise elle-même. Donc la peinture n'est pas un cas exceptionnel, la peinture est peut-être le lieu où on peut l'appréhender le plus facilement. Mais pour défendre l'idée selon laquelle l'événement et le vide s'exigent l'un l'autre, s'appellent l'un l'autre, on ne pourrait évidemment pas en rester à défendre l'idée que c'est du côté de la Chine, je ne sais où, que c'est visible, que c'est patent. Parce que ça voudrait dire que ce serait une spécialité régionale, si je puis dire. Donc on était obligé de penser, c'est ce qu'il va faire, on est obligé de penser que cela vaut pour toute forme d'art, y compris en Occident. Donc comme il dit, l'art chinois n'a pas le monopole. C'est très joliment dit, c'est très résumé, c'est très bref la phrase. Ça veut dire simplement que ça se voit clairement en Chine, plus clairement en Chine, et moins facilement, moins communément dans l'art occidental. Et il va néanmoins prendre des exemples très précis d'œuvres d'art occidentales dans lesquelles ce vide est visible, il est manifeste. Je vais simplement les nommer. Donc il prend comme exemple, toujours dans Art et Existence, la Sainte Victoire de Cézanne, l'architecture de Sainte-Sophie, une statue archaïque grecque, ou encore, pour revenir à la peinture, la marquise de la Solana de Goya. Alors, je vais en venir aux deux exemples de peinture dont un exemplaire papier circule, je suppose, toujours, à moins qu'il ait déjà fait le tour, mais ça m'étonnerait. Et s'il stationne quelque part, s'il est dans une impasse, si vous pouvez continuer de le faire tourner, ce serait bien, parce que le but, c'est pas qu'il s'arrête quelque part. Alors, où trouver par excellence l'implication du vide dans l'art chinois? Maldiné rappelle que c'est dans la peinture du paysage en particulier, où elle atteint, je cite, son expression topique sous la dynastie des Song, donc entre le X et le XIIIe siècle, et notamment dans la peinture Chan, où ce que l'on voit, c'est quoi? C'est cette peinture, c'est ce qu'il appelle un art du disparaître. Alors, je vais m'équiper un peu plus parce que je vais vous lire un court passage de Art et Existence. Le court passage, il y a d'autres fenêtres ici, donc je vais chercher le passage. Dans la mesure où je pense que c'est bien de prendre des exemples très concrets, très simples, et pas en rester à des énoncés généraux.
ne serait-ce que parce que les énoncés généraux, bon, c'est plus facile et c'est plus vague. Donc, je vous lis un court passage relatif aux deux peintures qui circulent, court passage qui se trouve dans Art et Existence à la page 107. Parce que le commentaire est intéressant, ça permet de rentrer dans ce qu'il veut dire. Alors, la première peinture, c'est une peinture qui s'intitule Pêche dans un torrent de montagne de Hugh Towning, et c'est une peinture, pour ceux qui voient circuler cette peinture, c'est celle qui est dans les tons plutôt marron. Et la seconde, c'est un rouleau de Mucci, qui est l'auteur des Kakis, qui s'appelle, donc cette deuxième peinture, Village de pêcheurs au soleil couchant. Et voici ce qu'il en dit après avoir rappelé que ce que cherchent à faire les peintres de la dynastie Song en général, le premier c'est la dynastie Song du Nord, le second Mucci, dynastie Song du Sud, ce que cherchent à faire tous ces peintres de la dynastie Song, c'est à saisir le paysage de l'intérieur. Je cite l'expression de l'intérieur. Voici le commentaire. Dans le premier paysage se dévoile, je saute, comme une succession continue et pourtant contrastée de plans horizontaux étalant d'amples vallées qui s'ouvrent en profondeur lointaine et de plans verticaux dressés en falaise brusquement proches. Les horizontales des vallées, les crêtes des montagnes émergeant à l'horizon, se prolongent directement vers les lignes en bande de scie et par elles dans les verticales fortement ancrées des falaises. Le pur, je saute un petit peu pour être plus bref, le pur apparaître de ces pans abrupts rassemble l'étendue dans le proche absolu, irréfutable, où s'impose un monde. Alors, je passe au rouleau de Mucci, qui est très différent. Vous verrez que c'est un tableau qui comporte beaucoup de blanc. Beaucoup de blanc, ce blanc qui dit précisément une présence disparaissante. Même si la peinture est un art, disait l'autre, de l'espace, c'est un peu facile et pas du temps. Donc je passe au rouleau de Mucci, qui représente, si je puis dire, le village de pêcheurs au soleil couchant. Au contraire, le rouleau de Mucci présente un éclatement discontinu de montagnes en suspens, parce qu'elles sont comme dans des nuages. Un éclatement discontinu de montagnes en suspens, comme des univers-îles dans un vide brumeux auquel elles sont en train de retourner. Des taches noires compénétrées de blanc constituent des esquisses, à la fois rapides et intenses, de faces et d'arêtes tendues, dont le tremblement de rectitude, à travers l'immense fluctuation de la brume, est le contre-coup de l'imminence de leur disparition. Nous, en ce sens, art du disparaître. J'abrège là la lecture. Mandinet s'inspire en même temps qu'il commente ses peintures, s'inspire de Marcel Granet. Et s'inspirant de Marcel Granet, il écrit, alors il commence par le citer, et il le prolonge en l'assumant lui-même la chose, puisque là les guillemets vont disparaître. Donc le début est une citation de Granet. La vacuité, au début c'est lui qui parle, et il va inscrire à l'intérieur une courte citation. La vacuité infinie dans l'immensité de laquelle l'artiste et l'art song, la citation de Granet, s'ébattent en chevauchant extatiquement la lumière, fin de citation de Granet, et d'abord le vide du soi. Alors, je repense en même temps à la proximité et la distance avec ce qu'on trouve chez Simone Weil. Le vide du soi chez Simone Weil, c'est ce qui doit résulter durant mon existence de l'évidement progressif auquel je dois procéder. Le vide du soi est quelque chose d'assez différent ici. Il ajoute qu'il soit artiste ou, là il n'y a plus de traduction de la notion chinoise, Granet dit saint, mais parfois on dit l'homme supérieur, parce que saint a une connotation très religieuse, qui n'est pas très juste ici. Donc qu'il soit artiste ou saint ou homme supérieur, ou les deux, c'est grâce, et là on reprend les expressions de Granet, à la purification du cœur et au vide
qu'on adhère au Tao. Alors, cette dimension éthique est évidente, mais elle n'a pas tout à fait la même signification que chez Maldiné. Maldiné insiste sur le fait, comme vous savez, que l'événement n'est événement que pour autant qu'il transforme celui qui le rencontre. Et c'est pourquoi il dit « l'événement est un existentiel ». Mais on pourrait dire la même chose du vide. Si l'événement et le vide s'appellent l'un l'autre, s'exigent l'un l'autre, le vide n'est pas moins un existentiel. C'est ce qui fait la différence avec la notion de néant de la théologie des religions abrahamiques, ou de la notion de l'atomisme antique, où ça n'a strictement rien à voir avec un existentiel. Alors, par rapport à la notion chinoise de vide, l'originalité de l'appropriation par Maldiné de cette notion tient à ce qu'elle va éclairer encore le champ des phénomènes psychopathologiques. Mais alors là, on a affaire à une autre notion de vide. C'est ni le vide médian, c'est pas évidemment le vide originel, même si à propos du cas de Georges, le délire de Georges va jusqu'au vide originel. Je vous le dis, la phrase qui pose un peu problème. Donc, pour ceux qui ne se souviendraient pas du cas Georges, j'ai juste quelques indications brèves. Georges vit, je cite, vit cellulairement dans un espace sans meubles, fin de citation. Sa vie est façonnée à partir du vide, mais quel genre de vide? Le vide qui fait qu'il trouvera son bonheur en se faisant engager dans une société de déménagement, en guidant, en dirigeant l'évacuation de meubles des appartements, mais sans jamais lui-même participer. Donc, mais il jouit de cet évidement, si je puis dire, des appartements dont la société de déménagement s'occupe. Donc, cette notion de vide en psychopathologie n'est, à mon sens, pas la même chose que ce qui précède. Ce n'est pas le vide médian, ce n'est pas le vide originel, c'est un... Je ne sais pas comment le qualifier, il faudrait trouver un autre terme, parce que ça me paraît très ambigu. Très ambigu, ne serait-ce que parce que, vu du point de vue chinois, qui continue par le biais de Marcel Granet d'être ici présent, le vide du soi dont parle la tradition classique taoïste ou bouddhiste chinoise, le vide du soi est ce qui permet de faire l'expérience, certes d'un vide, mais simultanément d'une plénitude, ce qui n'est pas du tout le cas de Georges. C'est absolument pas le cas du vide dont on pourrait parler à propos de troubles psychotiques, à mon sens. Alors, on pourrait dire que là aussi, du point de vue de beaucoup de normopathes, il y a une autre expérience du vide qui est plutôt fluide, puisque une grande partie d'entre nous, peut-être chacun de nous, à des degrés divers, passons peut-être du temps à remplir le temps, à éviter ce que pourrait signifier la rencontre avec nous-mêmes. Parce que, elle n'est pas évidente. Et parce que c'est pas ce qu'on nous a appris. Et parce que ce à quoi on nous encourage, c'est toujours plus. En faire. Il faut en faire. J'en ai fait. J'en ai fait beaucoup aujourd'hui. Je suis content de moi. J'ai fait beaucoup de choses. Et demain, si je n'ai rien fait, j'ai l'impression d'être passé à côté de ma journée. Donc, il y a le vide qu'on fuit, si je puis dire. Et puis, il y a le vide de la vacance. Le vide du luxueux de la vacance, où on peut choisir et se donner le droit de ne rien faire, et donc d'être présent à quelque chose d'autre, d'être présent à ce qui est, à nous-mêmes, à ce qui est, et c'est peut-être une des conditions pour que quelque chose comme un événement ait lieu. Parce que si je suis constamment pris dans le besoin d'en faire et d'en refaire. Il y avait une affiche de la SNCF dans les années 70, on voyait une femme sur la plage avec son transistor, etc. Et surtout qu'il ne se passe rien. Ah oui, voilà. Oui, c'est très joli ça. Oui, c'est tout à fait ça. Et alors voilà, la notion de vide, elle est... Vacances. Oui, la vacance, c'est beau, la vacance, parce que là-dessus, les vacances,
c'est pas la même idée. Enfin, voilà. Alors, j'en viens parce que le temps doit commencer à s'écouler un peu. Je n'ai pas noté l'heure à laquelle j'ai commencé, ça devait être vers 17h, non, c'est ça? Oui, non, bon. D'accord. Donc j'en viens quand même à un troisième temps, après la suggestion que peut-être qu'il faut démultiplier un peu la signification de ce qu'on entend par vide et peut-être trouver une nouvelle notion. J'en viens à un troisième temps. Le troisième temps va être consacré à ce que j'appellerais l'impact de l'appropriation maldinéenne du vide sur la notion chinoise, parce que est-ce que ça ne peut pas avoir un impact? Est-ce que ce n'est pas intéressant aussi pour quelqu'un qui est issu de cette tradition chinoise d'entendre ce que dit Maldiné et de ce fait de repenser autrement la notion traditionnelle de vide dans la culture chinoise, et inversement, l'impact pratique de l'appropriation de cette notion, l'impact pratique sur Madeleine lui-même. C'est là que je reviendrai aussi à l'exister et à une question qui va nous reconduire à ce matin. Donc, pour commencer par le premier point, Maldiné part de très belles pages de Strauss, d'Erwin Strauss, à propos du sentir, à propos du paysage. Et ce que je trouve tout à fait intéressant par rapport à l'objet dont il est question tout de suite, c'est qu'il va s'en démarquer. Il va s'en démarquer dans un passage dont certains d'entre vous vont se souvenir, lorsqu'il dit, à propos donc, après avoir parlé du sens des sens, d'Erwin Strauss, il en va autrement quand s'ouvre l'espace de la montagne. Parce qu'il a rendu hommage à Strauss, disant, le sentir dont parle Strauss est au fondement de tous les autres espaces. Je ne sais plus ce que je reprends. L'analyse que Strauss fait du paysage est au fondement de toutes les autres formes d'espace, comme le sentir est au fondement du percevoir. Donc il y a un hommage qui est rendu. Puis, il en va autrement quand s'ouvre l'espace de la montagne. Donc je poursuis les deux phrases suivantes. Je ne suis pas ici, à un point de stationnement à partir duquel l'espace ouvert se déploie, mais ici et partout. Il est l'espace comme lieu unique. Un tel espace ne s'explique pas à partir du paysage. Et elle ajoute en disant, la linéa suivante commence en disant que l'espace de la montagne est plus primitif. Il est plus primitif, c'est l'espace du vertige. Et il ajoute, donc je me permets de reciter brièvement de ce qu'il dit, parce que c'est pas la peine de le dire moins bien. L'apparition de la montagne, donc c'est le Mont Cervin, suscite un vertige qu'elle intègre. Le vertige de l'insaisissable, dont la dérobade se résout en ubiquité dans le moment exclamatif de la surprise. Parce que l'espace du paysage, d'une certaine façon, il est tout à fait susceptible d'être plein. L'espace du paysage n'implique pas nécessairement un vertige, on ne voit pas le lien nécessaire, alors que l'apparition du Mont Cervin, tel qu'il en parle, est d'un autre ordre, puisqu'il s'agit à proprement parler d'un événement. Alors, ce que Maldiné dit ici permet, je pense, de reconsidérer ou de repréciser ce qu'il en est de l'espace pictural en Chine. C'est-à-dire qu'en tant que Chinois, c'est un point de départ pour redéfinir ce qu'il en est exactement de l'espace peint, qu'il s'agisse de l'espace peint des peintres de la dynastie Song ou pas. Donc, à mon sens, il enrichit ici ce que l'on trouve en général à propos de l'espace pictural chinois, où on n'a pas du tout une distinction de cet ordre. Alors, je dirais en passant que la question que je me suis posée, mais il en était question à propos tout à l'heure des belles cascades, ce matin à propos des cascades,
c'était Pierre Kenschmidt qui reprenait ces exemples. Je me disais, oui, la montagne, Mont-Cervin, c'est grandiose comme exemple. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire ça d'un brin d'herbe aussi? Ou est-ce qu'un brin d'herbe ne peut pas, à un moment donné, constituer un événement tout aussi grand que l'apparition de ce monde? Ou, c'est une question que je me pose, je n'ai pas une réponse du tout définitive. Je repense à un autre passage d'un ouvrage de Ernst Jünger qui s'appelle « Le cœur aventureux », où il décrit l'apparition d'un lézard. Il voit brusquement un lézard. Si je le retrouve, je vous lis brièvement le passage, parce que, encore une fois, c'est... Alors, oui, ça y est, le lézard est arrivé. Alors, il s'agit de la campagne d'une île des Baléares, où il dit, Jünger, l'un d'entre eux, il s'agit des lézards, l'un d'entre eux, qui apparut brusquement sur la racine d'un arbre, d'où il laissait pendre sa queue, comme une traîne, m'enchanta particulièrement. Lorsqu'il leva légèrement la tête vers le soleil, son gosier étincela dans la lumière comme un lapis d'azur. De telles rencontres provoquent en nous un effroi, poursuit Jünger, une espèce de vertige, comme celui qui est suscité par la proximité immédiate de l'abîme de la vie. J'arrête là, mais c'est en tout cas quelque chose qui pour lui a constitué un événement, puisque des années après, il en parle encore. Donc c'était une question subsidiaire. J'en viens à l'impact sur Maldinet lui-même de son appropriation de la notion chinoise de vide. Alors, Strauss a mis en évidence le caractère primordial du sentir, et seulement dérivé de la perception. Ce sentir est un sentir qui, dans l'événement de l'apparition du Mont-Cervin, par exemple, relève d'un sentir qu'on peut qualifier de extatique, d'où la surprise. Alors, je reviens à l'inspiration chinoise. La possibilité, ou alors pour le dire peut-être par avance, anticiper, présenter plus clairement, il s'agit d'une dimension très très pratique de l'expérience du vide. Puisqu'elle dit quelque chose de notre existence. Mais la Chine pense cette notion pratique dans le cadre d'un autre genre de pratique, au pluriel, qui relève de ce que Pierre Hadot appelle des exercices spirituels. Et là, on en revient à la question de ce matin, c'est-à-dire du quotidien. Parce que les exercices spirituels nous renvoient à la vie la plus quotidienne. Ils se produisent dans le quotidien. Et donc, la question par avance, c'est est-ce que l'événement ou le type d'événement dont parle Maldinet n'est pas, alors je nuance ces choses en disant aussi, ce n'est pas que, mais n'est pas aussi quelque chose qui est susceptible d'avoir lieu dans le cadre d'une existence quotidienne qui est aussi marquée par des exercices d'ordre spirituel. Et j'en parle parce que Maldinet en a vu la mention très claire dans les textes de Marcel Granet, dans la pensée chinoise de Marcel Granet, qui dit précisément ce que peuvent être les pratiques taoïstes, des pratiques gymniques, des pratiques de respiration, donc des pratiques qui, encore une fois, définissent un quotidien et qui font que elles préparent en quelque façon la possibilité, mais seulement la possibilité, de quelque chose comme ce que Maldinet appelle l'événement. Alors, cette approche dans la vie la plus quotidienne de la question implique que, bien entendu, comme je disais tout à l'heure, nous puissions endurer un vide, celui de ce que Maldinet appelle le moins vide, ce qui évidemment est loin d'être évident. Alors, Maldinet lit Granet. Je relis Granet parce que est-ce que on peut simplement le lire et passer à autre chose, ou est-ce que on peut envisager d'en faire quelque chose de ce qu'il lit là, de ce qu'il lit et de ce qu'il cite, ce à quoi il se réfère. Il n'a pas juste lu en passant, il y renvoie. Voici un passage de Granet. Après avoir embrassé l'unité, et puisque les 10 000 êtres, les 10 000 êtres c'est tout ce qui est, et puisque les 10 000 êtres ne sont qu'un, et qu'il a su lui-même conserver en lui l'unité, le saint ou l'homme supérieur,
n'ayant plus, là il insère une citation de Maldiné, ni quant à soi, ni activité privée, ni nom propre, fin de citation, quand même ça fait beaucoup, hein, le moi est très très vide. Je ne m'appelle rien, je ne m'appelle pas, je n'ai pas d'activité et rien ne m'est propre. C'est pas anodin. Donc, le saint n'ayant plus ni quant à soi, ni activité privée, ni nom propre, fin de l'inscription de Granet, là c'est Maldiné qui reprend la main, ce saint donc se fond indéterminé et libre dans le principe, indénommable et total, donc indénommable au sens où c'est le Tao, le Tao dont on peut parler n'est pas le Tao, indénommable et total, et qui, n'étant que l'axe, le fait, le pivot, le centre vide étant italique, du moyeu, n'a ni activité, ni existence propre. Alors, l'importance est évidemment propre. Je ne veux pas dire qu'il n'a pas d'existence, mais il n'a rien en propre. Alors, c'est ce que dit aussi une très jolie légende. Je n'ai pas vu que Maldiné en faisait mention, mais à mon avis, c'est la même idée. Une très jolie légende d'un peintre un peintre du 8e siècle, dont on dit qu'il a disparu dans sa peinture, Tao Tzu, chargé de peindre une fresque murale par l'empereur. La légende dit que dans la vallée qu'il a peinte, il a fait figurer aussi une grotte au flanc d'une montagne et qu'il a frappé des mains et que frappant des mains, la porte de la grotte s'est ouverte et qu'il est allé dans la grotte en faisant signe à l'empereur de le suivre, parce que l'empereur n'a pas pensé possible ou pas voulu tenter, et il a disparu donc dans la grotte, on ne l'a plus jamais revu. Hein, donc sans nom propre, sans activité propre, sans rien de propre, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existait plus. Hein, mais... Alors, ce vide du moi n'est pas nécessairement quelque chose qui doit aller aussi loin que cela. Parce que je repense ici à ce qui pourrait faire, je dirais, le point de départ d'une discussion justement avec Maldiné. Je repense ici à ce que dit un sinologue qui apparemment n'a pas lu du tout Maldiné, il a lu beaucoup de choses, Jean-François Bilter. Jean-François Bilter insiste sur le fait que, mais on est assez proche quand même dans la dimension pratique. Enfin, du moins, il y a un croisement, une rencontre possible. Bilter insiste sur le fait que, par exemple, pour prendre un exemple très anodin, quand on cherche un mot, quand je cherche un mot, je le cite maintenant, je me mets un instant dans un état d'absence, je cesse de me mouvoir, mon visage se vide de toute expression, mon regard s'arrête, quand le mot se présente, je reviens à moi et je reprends la conversation. Qu'ai-je fait? Alors, c'est la petite phrase qui suit qui est tout à fait intéressante, je trouve. J'ai laissé agir le corps. Fin de citation. Et donc, alors on pourrait prendre un autre exemple, parce que dans cet exemple, Bilter renvoie par exemple à ce qu'on retrouve dans les dialogues de Platon, quand Platon dit que de temps en temps, il peut arriver que Socrate s'immobilisait et il n'était plus là, en quelque façon. Hein, il était, pour Bilter, peut-être un peu beaucoup, mais pourquoi pas, pour Bilter, c'est quelque chose du même ordre qui se passe avec Socrate. Socrate est saisi par quelque chose, il est transi par quelque chose qui n'a plus rien à voir avec le cours le plus ordinaire de la vie, avant de revenir à lui-même. Alors, entre ce genre d'exemple très simple et puis la disparition du peintre dans le tableau, on a toute la gamme des moi vides, toute la gamme des possibilités pour penser la dimension pratique de cette notion ou existentielle de la notion de vide. Le régime de celui qui cherche un mot et dont le corps s'immobilise n'est pas le seul régime corporel possible, puisque on pourrait très bien penser qu'il était question de danse tout à l'heure. Dans la danse, à un moment donné, ce qui est susceptible de se produire, ou d'autres pratiques corporelles, ce qui est susceptible de se produire, c'est qu'à un moment donné, quelque chose agit en moi qui n'est plus simplement le résultat d'une volonté délibérée, mais en quelque façon, le corps, quelque chose du corps qui spontanément se meut et se déploie. Forme d'événementialité qui ne va pas jusqu'à la transformation nécessairement au sens le plus fort du terme, mais qui permet de penser néanmoins une forme d'événementialité, une forme de vide qui n'a rien à voir avec l'existence quotidienne lorsqu'elle se perd dans l'activité frénétique.
C'est tout à fait autre chose encore. Alors, Bitter va inviter à considérer qu'il y a à partir de là la possibilité de repenser autrement le sujet et la subjectivité, de la penser comme, je cite, un va-et-vient entre le vide et les choses. De ces deux termes, c'est le premier, le vide ou la confusion, qui est considéré comme fondamental. C'est par ce vide que nous avons la capacité essentielle de changement, de nous renouveler. Alors, il me semble que ça peut avoir quelques rapports. C'est pas du tout la même chose. Hein. Il ne s'agit pas de confondre, de dire qu'ils disent la même chose. Maldiné ne dit pas du tout ça. Pas du tout. Mais ma question c'est, est-ce qu'on ne peut pas penser une connexion entre les deux, c'est-à-dire la dimension extraordinaire de l'événement tel que la pense Maldiné, et qui est si rare qu'on se demande combien de temps, on va se demander combien de temps on a existé, combien de temps on va encore exister. Il n'y a pas grand-chose hein, sur le nombre d'années qu'on aura vécu. Bah oui. Et puis, je dirais, une autre dimension de l'existence, plus quotidienne, mais qui n'en est pas moins consistante. Donc, pour conclure quand même, je dirais que, première idée, la notion de vide chez Maldiné n'a de sens, comme tout mot dans toute langue, n'a de sens que dans une conceptualité bien précise, c'est-à-dire un ensemble d'autres concepts. Par exemple, événement, ouvert, rencontre, transpassibilité, etc. Alors que la notion chinoise de vide a un sens dans une toute autre conceptualité. Donc ce n'est pas la même chose, loin de là. Il n'y a pas un transfert pur et simple qui peut s'effectuer, puisque la conceptualité chinoise, c'est une conceptualité dans laquelle on va pouvoir trouver, par exemple, eh bien, le Tao, le souffle, le jeûne du cœur, ciel et terre, enfin, bref, les notions ne se recouvrent pas. Alors, est-ce que il n'est pas néanmoins possible de penser l'articulation des deux, et encore une fois, de repenser un peu comme un... Oh, je vais oser le mot, je ne sais pas s'il est très juste, un prolongement de la pensée de Maldiné. Alors, il me semble que je reviens aux entretiens, ce qui peut-être rend difficile cette connexion, ou en tout cas une continuité, c'est une remarque qui m'a frappé dans les entretiens, à la page 62, où il dit que l'Orient ne connaît pas le tragique. Il n'y a pas de tragique en Orient. Alors qu'il y a du tragique dans la pensée de Maldiné tout de même, il me semble. Et il n'y a pas de... Alors je dirais qu'en ce sens, il n'y a pas de tragique lorsque je pense que, dans une perspective comme celle de Pierre Hadot, lorsque je pense que des pratiques gymniques, respiratoires, méditatives s'inscrivent dans une vie, dans une durée de vie, au cours de laquelle je suis susceptible de me transformer, mais pas purement et simplement au sens où, encore une fois, Maldiné emploie le terme de transformation. C'est pas tout à fait la même notion, le même impact, le même tragique, le même extraordinaire. Parce que les transformations, ça mériterait de revenir, je pense, de revenir à la notion de transformation. Parce qu'il y a des transformations qui peuvent être immédiates, radicales. Par exemple, une conversion, du jour au lendemain. Le père de Foucault, hein, je crois, si je me souviens bien, pour prendre un exemple célèbre. Du jour au lendemain, je suis capitaine plus ou moins alcoolique, pas loin de le devenir, et puis je me retrouve... voilà. Voilà. Et alors, les deux ne s'excluent pas. Et il y a d'autres transformations qui peuvent être extrêmement importantes, mais qui s'accomplissent sur un temps beaucoup plus long. Mais les deux ne s'excluent pas, parce que même une transformation qui a quelque chose d'immédiat, on peut reprendre l'exemple du père de Foucault, ce n'est pas une transformation qui va être véritablement effective simplement dans l'immédiat. C'est une transformation qui va se prolonger, qui va s'amplifier, qui va être nourrie par ensuite un genre de vie, un mode de vie
une manière de vivre ou une manière d'être. Donc, voilà peut-être ce par quoi je finirai. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup.